Alors je passe maintenant à une deuxième méthode, une deuxième famille d'intégration numérique, de méthodes d'intégration numérique qu'on va appeler les méthodes qui sont dites de Newmark. Et alors en guise de cas particulier, il y en a deux qui sont très importants, c'est la méthode de l'accélération constante et l'autre de l'accélération linéaire. Alors ça c'est plutôt une méthode qui est basée sur des approximations d'intégrales. Et donc exactement comme je le disais dans le cours introductif de la semaine dernière, on peut calculer la vitesse à la fin du pas de temps à partir de la vitesse au début du pas de temps plus la variation d'accélération. Pareil pour la position à la fin du pas de temps. Alors ce qu'on va faire dans cette méthode, on va faire une et une seule hypothèse, qui est une hypothèse que l'accélération est constante sur le pas de temps. Donc elle prend une valeur qui est constante. On ne la connaît pas a priori, mais on suppose qu'elle a une valeur constante. Et cette valeur constante, on va supposer que c'est la moyenne entre l'accélération à l'instant t et à l'instant t plus delta t. Donc si j'ai t plus delta t, ici si j'ai l'accélération, hop, voilà comme ceci, et bien en fait ce que la méthode de l'accélération constante fait, c'est qu'elle va supposer que tout au long du pas de temps, elle va supposer donc que tout au long du pas de temps, l'accélération est égale à une constante et égale à cette valeur-là. Voilà. Bon, c'est pas a priori pas spécialement une mauvaise hypothèse. Ça va nous permettre de nous faciliter la vie, ou en tout cas de développer un schéma d'intégration numérique qui est très simple, et qui dit que tout simplement, si on remplace l'accélération par une valeur constante ici, bien on peut calculer l'évolution au cours du temps donc de la vitesse au cours du pas de temps. Vous voyez, donc si je calcule l'intégrale là-bas en remplaçant l'accélération par une constante qui est cette constante-là, j'obtiens que la vitesse au cours du pas de temps, c'est la vitesse au début plus l'accélération fois le temps. Donc c'est linéaire évidemment, en t. Je vais mettre tau, parce que tau c'est une variable que j'utilise uniquement sur le pas de temps, elle vaut 0 au début du pas de temps et elle vaut delta t à la fin du pas de temps. Ok, c'est plus facile. Donc si vous voulez, c'est comme si je remettais une coordonnée à partir de là, qui s'appelle tau. La position, on la calcule à partir d'une intégrale de la vitesse. Et donc on va récupérer quelque chose de quadratique en taux. Ok, donc c'est-à-dire qu'en faisant une hypothèse en fait sur la forme de l'accélération sur la durée du pas de temps, on a pu obtenir l'expression complète de ce qui se passe en termes de position et en termes de vitesse. Ok, et notamment, cas particulier, si taux est égal à delta t, on se trouve à la fin du pas de temps. Et donc il suffit de remplacer dans les expressions qu'on a là au-dessus, il suffit de remplacer taux par delta t. Et donc pour la vitesse à la fin du pas de temps, vous voyez qu'on obtient, j'ai écrit le delta t maintenant devant l'équation, mais devant la fraction, mais c'est pareil. Et puis pareil pour la position à la fin du pas de temps. Et donc là on a deux équations, mais vous vous souvenez qu'à ce stade-ci, on ne connaît toujours pas l'accélération à la fin du pas de temps. Hein. On a toujours écrit que l'accélération à la fin du pas de temps est a priori inconnue pour le moment. Hein. Inconnue pour l'instant. Ok, donc j'ai deux équations ici, mais en fait j'ai trois inconnues. Puisque les inconnues, je vais les mettre comme ceci, c'est l'accélération à la fin du pas de temps qui est inconnue, et la vitesse et la position à la fin du pas de temps. Donc, de nouveau, ce que je disais tout à l'heure, c'est que si évidemment, oui, on connaît l'accélération à la fin du pas de temps, alors c'est cool, on peut calculer la position et la vitesse à la fin du pas de temps, mais tant que maintenant, on ne la connaît pas. Alors il nous manque une chose, en fait, on a encore dit nulle part qu'on voulait résoudre l'équation du mouvement. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On va résoudre l'équation du mouvement, qu'on a réussi à discrétiser à l'instant t plus delta t, donc c'est-à-dire m fois l'accélération, plus c fois la vitesse, plus qu'un fois la position, égale à p en t plus delta t. Et donc ça nous donne une troisième équation avec les mêmes inconnues. Et donc on a trois équations à trois inconnues.
Alors, donc on peut les résoudre, et si on les résout, on calcule donc position, vitesse et accélération à la fin du pas de temps. Et donc là, on propage au cours du temps Q, Q dot et Q double dot. Donc déplacement, vitesse et accélération. Est-ce que la méthode est implicite ou explicite? La méthode, elle est implicite. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, on a besoin de résoudre une équation a priori à chaque pas de temps. Et en plus de ça, on a écrit l'équation à l'instant t plus delta t. Donc c'est une deuxième raison pour laquelle la méthode est implicite. Ça veut dire que cette fois, le process il est un peu différent. Donc on connaît tout ce qui se passe jusqu'à l'instant t. On voudrait savoir ce qui se passe à l'instant t plus delta t. Et on dit cette fois-ci, ok, j'envoie un projectile. Ok, donc je vais vers le futur si vous voulez, mais je veux être certain que là où il arrive, je veux être certain que l'équilibre soit vérifié. Alors qu'avant, dans les méthodes explicites, c'était un peu différent. On disait, j'envoie un projectile vers le futur, mais je sais que de là où je pars, il est en équilibre, et je l'envoie vers le futur. Et en fait, il arrivera dans le futur en équilibre ou pas, mais ça dépend de la valeur du pas de temps. On a vu que le pas de temps devait être suffisamment petit pour pouvoir avoir un processus qui soit, ou un procédé d'intégration qui ne soit pas instable. Ici, dans une méthode implicite, on force l'équilibre à la fin du pas de temps, et si on force l'équilibre à la fin du pas de temps, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on est certain qu'à l'arrivée, les équations d'équilibre seront vérifiées. Et donc, évidemment, quand on utilise un schéma d'intégration qui est implicite, on a plus facile d'avoir des schémas qui sont ce qu'on appelle inconditionnellement stables. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de limite sur la stabilité. Au pire, on aurait une dégradation de la qualité, mais au moins, on n'aura pas besoin d'utiliser un pas de temps inférieur à une valeur critique pour que le système soit stable. Voilà, donc si vous avez bien compris ça, bien en fait vous avez quasiment compris tout des méthodes d'intégration dans les familles de Newmark, parce qu'on va passer maintenant juste un tout petit peu plus loin. Et on va faire la même chose, donc je repars des deux mêmes équations, sont exactement les mêmes qu'avant. Et vous voyez que cette fois-ci la différence, c'est qu'on va faire l'hypothèse d'une variation qui est linéaire. Et donc là où je supposais tout à l'heure que entre t et t plus delta t, la forme de l'accélération était quelque chose de constant. Ok, et bien en fait ce qu'on va faire maintenant, c'est dire que, vous voyez, on va interpoler linéairement, et on va faire l'hypothèse que l'accélération, elle évolue linéairement au cours du temps. Quand taux est égal à 0, taux est ici, quand taux est égal à 0, l'accélération vaut l'accélération à l'instant t, et quand taux est égal à 1, quand taux est égal à delta t, vous voyez, delta t, ça simplifie, ça et ça se simplifie, on a bien l'accélération à la fin du pas de temps. D'accord, donc l'hypothèse linéaire qu'on écrit ici, c'est bien une hypothèse d'interpolation linéaire entre l'accélération à l'instant t et l'accélération à l'instant t plus delta t. Ok, alors si l'accélération est linéaire, on doit intégrer, donc la vitesse, elle sera quadratique. Et puis si on intègre une fois la vitesse quadratique, on récupère une position qui est cubique. Ok, donc là on a une expression qui est tout à fait générale, qui est valable pour tout taux dans l'intervalle 0 delta t, pour dire qu'on se trouve à l'intérieur d'un pas de temps. Ok, ensuite qu'est-ce qu'on fait? On peut particulariser, si elle est vraie partout, on peut la particulariser à la fin du pas de temps. Donc je vais remplacer taux par delta t. Et voilà ce qu'on obtient. On obtient une valeur de la vitesse à la fin du pas de temps qui s'exprime comme ceci. On a une valeur une expression de la position à la fin du pas de temps qui s'exprime comme ceci. En soi, c'est fort les mêmes équations que ce qu'on avait tout à l'heure. Sauf que les coefficients ont un petit peu changé. Vous voyez, on a donc la vitesse à la fin, c'est la vitesse au début plus quelque chose fois delta t. C'est logique, hein, c'était notre accélération moyenne. Ici, oui, c'est l'accélération moyenne. La position, on a la position au début du pas de temps plus un coefficient fois delta t et un coefficient fois delta t carré. C'est un peu la même chose que ce qu'on avait là-bas. Hein. Ici, on avait la position à la fin du pas de temps est égale à ça, plus un coefficient delta t et un coefficient delta t carré. Ok, pareil pour la vitesse. Alors, en fait, pour la vitesse, vous voyez qu'on a exactement la même expression. Puisque le terme que j'ai entouré ici,
c'est le même que celui qu'on avait tout à l'heure, là-bas. Ok. Donc, bon, voilà, ce que je veux dire simplement, c'est qu'on arrive à quelque chose de similaire avec une équation qui nous permet d'obtenir vitesse et position à la fin du pas de temps. On va faire la même chose, on va combiner avec l'équation du mouvement à la fin du pas de temps, et on a 3 équations, 3 inconnues. Ici, on résout pour calculer d'abord l'accélération à la fin du pas de temps. Évidemment, c'est une des techniques. Si on fait une espèce de triangularisation du système, ou bien back substitution, triangularisation du système, on va pouvoir d'abord calculer l'accélération à la fin du pas de temps, et puis une fois qu'on l'a, on back substitue dans les équations 18-19 pour obtenir position et vitesse. Ok, donc si je résume les équations auxquelles on est arrivé, on a vu que dans la méthode de l'accélération constante, on avait la vitesse à la fin du pas de temps qui s'exprimait comme ça. En fait, c'est la même équation que celle qu'on a là-bas. On a vu que la position à la fin du pas de temps s'exprimait comme ceci, avec des coefficients qui viennent devant le delta t et le delta t carré. Par contre, dans l'autre cas, l'accélération linéaire, on a vu que l'accélération à la fin du pas de temps s'exprimait par quelque chose qui est un peu différent. Et donc, en fait, Newmark, qu'est-ce qu'il a dit? Lui, il a dit, ah ben, ok, ce qu'on pourrait faire, c'est tenter de généraliser. Et donc, on va généraliser et dire que la vitesse à la fin du pas de temps, c'est quelque chose fois delta t, là-bas. Et ce quelque chose, ça doit être une pondération. Au lieu de prendre 1,5 et 1,5 comme on a là, pardon, Newmark, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on pourrait prendre n'importe quelle autre pondération. On comprend bien qu'il nous faut une accélération quand même globalement qui correspond à une accélération moyenne entre le début et la fin du pas de temps, mais la moyenne, elle ne doit pas nécessairement être calculée comme une moyenne pondérée avec le même poids pour les deux. Et donc lui, il suggère de pondérer avec un poids delta et un poids 1 moins delta. Et puis alors après, on voit la même chose pour la position. On voit que pour la position, on a position, vitesse, et puis on a l'accélération ici, avec une pondération, donc de nouveau, pour l'accélération. On comprend bien que la somme des deux doit être égale à 1,5. Et alors on a une possibilité, vous voyez ici on a 1,5 fois 1,5, donc c'est 1 quart. Là on a 1 quart, 1 quart. Et ici on a 1 tiers, 1 sixième, mais 1 tiers plus 1 sixième, ça fait bien 1,5. D'accord? Donc en fait, on voit que dans la méthode de Newmark, on a bel et bien une généralisation, et la généralisation revient à nous dire que si on remplace le alpha et le delta par 1 quart et 1,5, on va avoir l'accélération constante. Si on remplace par 1 sixième et 1,5, on aura l'accélération linéaire. Ok, donc ces deux équations-là, plus l'équation du mouvement à la fin du pas de temps, nous donnent un système de 3 équations à 3 inconnues. Alors après, on peut se demander c'est quoi la signification. Et donc, en fait, ce que Newmark a dit, il a dit, oui, ok, voilà, on a deux schémas d'intégration qui fonctionnent, on les verra tout à l'heure, on va aussi les implémenter et voir ce que ça donne. On a deux schémas d'intégration. Est-ce qu'on ne pourrait pas en imaginer d'autres? Et donc lui, il en a imaginé d'autres, en disant, on va varier les paramètres alpha et delta, et peut-être qu'on aura des paramètres qui vont nous permettre d'avoir un schéma d'intégration qui fonctionne mieux, qui soit un peu plus robuste, qui ait des limites de stabilité qui sont plus intéressantes, peut-être plus précis, ce genre de choses. Et alors, après, on peut se poser la question, évidemment, de la signification physique de cet intégrateur temporel. Évidemment, il n'y en a pas. D'accord? On ne peut pas dire que si, d'un côté, on fait une accélération constante et puis linéaire, si au lieu de prendre un quart, j'avais décidé de prendre alpha égale à 1 cinquième, par exemple, tout en conservant delta égale à 1,5, on pourrait se demander si c'est une accélération qui est parabolique ou quadratique, ou quelque chose entre constant et linéaire. Okay? Ça n'en vaut pas la peine, parce que la réponse à la question est certainement trop compliquée. On a bien conscience qu'il n'y a pas vraiment de signification physique à ce qui se passe entre les deux, mais au minimum, parce que la réponse qui est fournie par Newmark quand on lui pose grosso modo cette question-là, c'est de dire, ok, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir une signification physique? Le principal, c'est que la méthode a été inspirée par des choses qui, elles, ont un sens physique, et puis si elle peut être généralisée et vue dans un contexte un peu plus général et fournir
des propriétés plus intéressantes, eh bien alors on aurait tort de se priver. Ok, donc c'est un petit peu l'idée de ces méthodes de Newmark. Alors vous allez voir que vous, dans la pratique, et dans la pratique même de votre quotidien, il y en a une que vous allez utiliser régulièrement, et probablement plus que n'importe quelle autre, c'est celle de l'accélération constante. Pourquoi? Celle-là, en fait, on verra plus tard, quand on étudiera les propriétés de cet intégrateur, qu'en dynamique, pour tous les problèmes de dynamique linéaire, en fait, elle fait exactement le boulot qu'on lui demande de faire. En dynamique non linéaire, c'est un peu plus compliqué parce qu'elle n'a peut-être pas assez d'amortissement numérique, on en parlera plus tard, et il est possible d'introduire des méthodes avec un petit peu de dissipation pour être sûr que l'instabilité qui pourrait être créée par des développements de vibrations à des fréquences très très hautes, en réalité soit contrôlée. Bon, ça sort un petit peu du cadre du cours, mais retenez en tout cas que la plupart du temps, quand vous allez devoir utiliser un logiciel commercial qui vous demande, OK, quelle méthode d'intégration dynamique voulez-vous utiliser, bien, retenez que un quart, un demi, ça marche pas mal, c'est la méthode de l'accélération constante. L'accélération linéaire, aussi paradoxale que ça puisse paraître, en fait, elle fonctionne moins bien que la méthode de l'accélération constante. Elle est un petit peu trop agressive ou un petit peu trop rapide au niveau de son interpolation. Et en fait, elle va trop vite chercher ce qui se passe à la fin du pas de temps. Ok, bon, c'est un schéma qui est un schéma implicite. Donc ça veut dire que ça nécessite des itérations pour calculer l'accélération à la fin du pas de temps. Une méthode pour le résoudre, si on n'avait pas envie de résoudre le système de 3 équations à 3 inconnues, c'est de commencer par un itéré, donc une valeur qu'on ne connaît pas. Par exemple, on pourrait imaginer qu'on connaît l'accélération en t, on connaît l'accélération en t moins delta t et en t, et on pourrait simplement dire, bah, ok, on va supposer que l'accélération en t plus delta t, elle est là. On part d'un premier itéré. Une fois qu'on a ce premier itéré, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser les équations 20 et 21 pour déterminer position ou vitesse à la fin du pas de temps. On va les injecter ici dans l'équation du mouvement et on va recalculer une nouvelle valeur de l'accélération. Ok, et puis après, on va simplement boucler, on va itérer jusqu'à ce que la valeur de l'accélération qu'on a supposée, enfin, ou qu'on obtient, de cette manière-là ne varie plus beaucoup au cours du temps. Ok, ça on peut faire, mais c'est un peu coûteux parce que ça va nous demander de faire plusieurs itérations à l'intérieur de chaque pas de temps. Et donc à la place de faire ça, ce qu'on pourrait faire, on pourrait remplacer le schéma implicite vers un schéma qui est explicite. Donc retenez bien qu'à la base, il est implicite. Hein, ok, ça ne change pas. Mais par contre, on peut le remplacer en un schéma explicite. Je veux dire par là, avoid, donc éviter, pardon, l'inversion de la matrice, inversion de la matrice, ou bien les itérations, quoi, à l'intérieur du pas de temps. Itération sur chaque pas. Ok, et pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? En fait, il suffit de considérer que les 3 équations qu'on doit résoudre, on peut les remettre sous cette forme-là. La première, c'est l'équation 20. La deuxième, c'est l'équation 21. Et la dernière, c'est l'équation 22. Ok, mais on reconnaît facilement l'équation 22. Vous voyez, masse fois accélération, plus viscosité, vitesse, plus raideur, position égale à P. Voilà, et les deux autres équations, vous voyez bien que, de nouveau, on a des expressions qui relient position et vitesse à la fin du pas de temps, à la valeur de l'accélération à la fin du pas de temps aussi, et qui sont reliées au Qt et Qt dot. Ok, donc il faut juste imaginer que ceci, on le ramène au membre de gauche, voilà, et on a une combinaison de vitesse et accélération. On fait pareil pour l'autre équation, on ramène ça au membre de gauche, on a une combinaison de position et accélération, est égal au membre de droite, uniquement ce qui reste. D'accord, donc on est capable de réécrire, si vous voulez, le schéma d'intégration de Newmark, qui est ce schéma à 3 équations et 3 inconnues. On est capable de le réécrire sous cette forme-là. Et inconnu. Et donc, on pourrait faire quoi? On pourrait dire, ça n'a pas l'air d'être trop compliqué comme matrice ici à inverser. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'inverser une fois et une bonne fois pour toutes.
Et si on va inverser cette matrice-là une bonne fois pour toutes, oui, on peut l'écrire encore sous un autre format. Ceci, c'est le même format que celui-là, j'y reviendrai plus tard. Et si on inverse cette matrice-là une bonne fois pour toutes, ben on peut résoudre une bonne fois pour toutes et calculer par exemple Q à la fin du pas de temps. Ok, donc en fait c'est un système qu'on peut inverser, je veux dire par là, analytiquement. Inverser, analytiquement. Et donc on peut calculer par exemple Qt plus delta t analytiquement à partir de tout ce qui est aux membres de droite. Ok, si on fait ça, on obtient cette nouvelle équation qui est là-bas, qu'on écrit parfois un certain coefficient fois Q est égal à une certaine force. Vous voyez qu'on a un coefficient qui vient là-bas, qui multiplie la position à la fin du pas de temps, est égal à un second membre. Alors, les unités, elles ont évidemment beaucoup de sens, c'est pour ça qu'on l'écrit avec ces notations. On a une raideur ici qui est dynamique. Donc c'est l'équivalent de la matrice de raideur K, ou de la valeur de la raideur, ici on a un scalaire. Donc c'est l'équivalent de la raideur K, sauf que ça a été modifié par les termes de masse et de viscosité. Et là ici on a une charge qu'on pourrait appeler dynamique équivalente, dans le sens où on a bien la charge extérieure appliquée P, mais elle est dynamique équivalente parce qu'on doit prendre en compte tout l'historique. Et ça en fait c'est simplement la discrétisation du système d'équations qui nous le dit. On pourrait faire la même chose et obtenir une équation comme celle-là pour calculer Q' et Q seconde. Donc la vitesse et l'accélération, mais plutôt que de faire ça, on préfère recombiner linéairement les équations du système à résoudre et réexprimer compte tenu de la position qui maintenant est connue, bien recalculer sur base de ces deux nouvelles équations-là la valeur de la vitesse à la fin du pas de temps et de l'accélération à la fin du pas de temps. Ok, et donc en conclusion, voilà, on a l'algorithme de Newmark qui vient d'être développé. Ok, la prochaine tâche, ce sera d'étudier les stabilités de ces intégrateurs-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord, entre-temps, programmer Newmark. Je vais vous laisser un petit peu de temps pour le faire. Sinon, je vais vous donner la routine, comme je l'ai fait finalement pour la différence centrale. Et n'hésitez pas à faire la même chose, à reproduire le même exercice que l'exercice qu'on avait fait pour la différence centrale, mais en utilisant cette fois l'algorithme de Newmark. D'accord, donc je vais vous montrer sur un petit tutoriel maintenant sur MATLAB comment faire pour récupérer la routine de Newmark. Et je vais vous montrer aussi comment on peut l'utiliser et l'appliquer pour résoudre le même petit exercice que celui qu'on avait vu avant avec la méthode de la différence centrale. Donc pour être tout à fait précis, je vous parlais de cet exercice-là. Ok, et alors on va arriver en conclusion pour la méthode de Newmark. On va arriver à une méthode non plus explicite mais plutôt implicite à la base. Et quand on utilise par exemple la méthode de l'accélération constante, on verra qu'on a une méthode qui est inconditionnellement stable. Quand on utilise la méthode de l'accélération linéaire, on va récupérer une méthode qui est conditionnellement stable, exactement comme l'option 2 de la différence centrale. Ok, je change de plateforme et je passe sur le clavier pour faire cet exercice-là. Et alors, ce qu'on fera plus tard, dans la prochaine vidéo, ce sera étudier analytiquement la stabilité, de manière à voir si on était éventuellement capable de prédire ces limites critiques de stabilité d'algorithme.